À la une de ce journal, l'attribution frauduleuse des salaires est-elle désormais enracinée dans la fonction publique au Cameroun? Les FUNLIMI ont débusqué des Camerounais, agents de l'État, travaillant au Cameroun, mais percevant des salaires comme s'ils étaient employés à l'étranger. Résultat des courses, c'est près de 34 milliards de préjudices financiers pour l'État du Cameroun. Au-delà de l'assainissement du fichier solde de l'État, nous ferons le point dans ce journal sur les performances de la régie du terminal à conteneurs, un mois après son entrée en service au port autonome de Douala. À l'international, l'opposition guinéenne remporte une bataille. Après son boycott, les élections législatives municipales ont été reportées en Guinée-Conakry. Pendant ce temps, l'ex-président sud-africain fait l'objet de mandats d'arrêt différés dans le cadre d'une affaire de détournement de deniers publics et de corruption. Nous en parlerons dans la page internationale du 20h. Merci de suivre cette édition complète de l'information sur Equinox Télévision. D'abord, cette résurgence de Boko Haram à l'extrême nord du Cameroun, au lendemain d'une nouvelle attaque attribuée à la secte terroriste, c'est la désolation totale. Les populations confrontées à ce cauchemar lié aux affres de la guerre contre le terrorisme n'ont qu'une seule idée en tête, partir de ces villages sinistrés pour survivre à travers des routes devenues impraticables. Leur quotidien, le désastre de ces villages victimes des attaques terroristes de Boko Haram. C'est un reportage signé Amadou Daïrou et Gladys Sidié. Paysage de désolation à Mozogo. Voitures calcinées, maisons incendiées, boutiques vandalisées. Les membres de la secte islamiste Boko Haram sèment la terreur dans cette localité du département du Mayo-Tanaga, dans la région de l'extrême nord. C'est l'horreur. Les populations sont terrorisées. Les populations rescapées n'ont qu'une seule idée en tête, quitter les lieux. C'est le sauve qui peut. Nous sommes en train d'aller à Koza parce qu'il y a l'insécurité à Mojogo. Nous sommes un peu menacés par les terroristes. Chaque nuit, ils arrivent et on ne voit aucune armée qui peut veiller à notre sécurité. C'est pour cela qu'on se déménage. Ils ont tous ramassé, on nous a laissé vide. Les machines pour coudre les habits, ils ont tous pris. Et le tissu. L'événement d'hier m'a vraiment traumatisé, m'a vraiment fait perdre l'esprit. Tous mes effets ont été brûlés par des mauvaises personnes qu'on appelle souvent les BH. Donc je sais quoi faire, ni rien. Je n'ai rien, tous mes diplômes sont brûlés. Vraiment, je ne sais quoi faire. Cette nouvelle attaque terroriste de Boko Haram a coûté la vie à 2 personnes, parmi lesquelles un chef de famille égorgé devant ses enfants. La chefferie traditionnelle n'a pas été épargnée. On nous a attaqué dans la nuit, on a attaqué notre village, on a brûlé mon père dans la chambre et on l'a égorgé encore. Et encore moi également, je suis un élève, je ne peux rien faire pour la famille, donc on a besoin d'aide. En plus, nos maisons sont tout brûlées. Ils sont ciblés, les quartiers qu'ils veulent cibler. Donc c'est comme ça que la chefferie a fait partie. Quand ils viennent, nous avons vidé déjà la chefferie, il restait seulement les véhicules. Ils ont forcé la grande portail et puis c'est comme ça quand ils sont entrés. Ils ont trouvé le matériel électoral dans la voiture. Première des choses, c'est de détruire ces véhicules-là. Hier, je pense qu'on peut estimer à plus de 200 personnes. Ça, je vais donner comme ça. Parce qu'ils ont divisé les villages en secteurs et ils ont fait leurs besoins. Les populations déclarent qu'ils étaient plus de 200 membres de la secte Boko Haram à avoir fait incursion à Mozogo, où les postes militaires érigés pour empêcher les attaques ont été démolis. La population a toujours réclamé. Le préfet de Mayo-Tanaga écrit, le sous-préfet écrit, mais la population est abandonnée. Alors, parce qu'il n'y a que Mozogo qui servent de base pour Koza. Si Mozogo, la population de Mozogo quitte Mozogo,
ils vont arriver à Koza et ainsi de suite. Vraiment, il faut que l'État fasse un effort. Parce qu'il n'y a que 6 militaires ici. Et 6 militaires ne peuvent pas suffire. Tels qu'ils sont venus, très nombreux, vraiment ce n'est pas facile. Parce que moi j'ai vécu en direct. Avant, on nous disait, on nous parlait, mais j'ai été vraiment victime. Suite à la résurgence des attaques de Boko Haram, des centaines de populations ont fui les localités de Tourou et Mozogo dans le département du Mayo-Tanaga pour rejoindre le centre-ville. Malgré l'existence de l'Agence nationale d'investigation financière, les missions du contrôle supérieur de l'État, certains rapports accablants de la CONAC et les enquêtes judiciaires du TCS, les détournements de deniers publics continuent d'être l'un des sports favoris à la fonction publique. Illustration avec ce nouveau mécanisme d'attribution frauduleuse des salaires. Tenez-vous bien, des Camerounais, agents de l'État, travaillant au pays, mais percevant des salaires comme s'ils étaient employés et affectés dans les missions diplomatiques à l'étranger. Ce mécanisme frauduleux fait perdre à l'État près de 3 milliards de francs CFA par an. Le mécanisme a été découvert après une saisine du ministre des Relations extérieures par les fonds limiers du ministère des Finances. Explication avec Emos Fongo et Kediara. Ils sont près de 172 agents publics du fichier solde de l'État à avoir perçu pendant de nombreuses années en salaire consulaire. Entendez par là des personnels de l'État travaillant au Cameroun mais percevant leur salaire au taux extérieur. C'est une manœuvre qui a fait perdre au Cameroun un peu plus de 3,169 milliards de francs CFA par an, soit près de 34 milliards à recouvrer selon le ministère des Finances. Si la somme en elle-même est assez énorme, il faut dire que la manœuvre a été mise à nu par l'opération de comptage physique du personnel de l'État lancée en 2018 et qui continue de produire des résultats. L'opération du fichier solde consulaire, quant à elle, a été lancée il y a quelques mois, après que le ministre des Finances ait saisi dans une correspondance son homologue des relations extérieures sur des cas d'attribution frauduleuse des salaires au taux consulaire. Louis-Paul Motazé parlait alors à l'époque d'une forte présomption de détournement de deniers publics par des personnels fictifs ou réels. Source de gabegie financière, c'est la gestion des logements administratifs au Cameroun. De nombreux fonctionnaires y restent toute leur vie malgré leur départ en retraite. D'autres procèdent à la sous-location au détriment des caisses de l'État. Le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé, a attiré l'attention de ses collaborateurs sur la gestion des logements administratifs et les lignes affectées dans les différentes administrations publiques et autres entreprises qui bénéficient de tels logements. Je vous propose d'écouter le ministre des Finances, Louis-Paul Motazé. En tant que ministre des Finances, j'étais au départ favorable à l'extension du programme actuel pour 2 ou 3 ans. L'extension avait pour avantage qu'il ne s'agissait pas de refaire tout un travail administratif extrêmement lourd, puisqu'on a déjà un programme qu'on ne faisait qu'étendre. Mais à la réflexion, j'ai viré de jugement, je penche beaucoup plus au lieu de l'extension du programme actuel vers la négociation et la conclusion d'un nouveau programme. Ce que j'ai dit me semble aller dans le même sens que ce que les chefs d'État ont dit. Pourquoi nouveau programme? Parce qu'il apparaît, et les constats sont évidents, que même si nous avons réussi en matière de consolidation budgétaire et dans un certain nombre d'agrégats macroéconomiques, il reste que la préoccupation majeure du peuple. Il y a une action que nous sommes également en train de mener sur, malheureusement, les logements administratifs, parce que là aussi, les premiers constats qui ont été faits après l'enquête que nous avons menée, ces constats sont un peu ahurissants quand même. Là aussi, c'est une source de déperdition considérable. On trouve là-dedans, je donne quelques exemples comme ça, des chefs de bureau logés à 700 000 francs le mois. On trouve là-dedans des logements qui auraient dû être des logements administratifs qui sont devenus des usines, etc., etc., etc. Et j'ai surtout noté, avec les premiers audits qu'on a faits, que certains des bénéficiaires ont refusé. Voilà le rapport que j'ai lu, ont refusé de recevoir nos enquêteurs qu'on a envoyés. Bien, monsieur le secrétaire général, pour ces choses-là, il faut être clair.
on refuse, on suspend le contrat et on ne paye plus, c'est tout. Ceux qui estiment qu'ils doivent continuer à être logés, leurs bailleurs vont forcément les chasser et les bailleurs viendront nous voir pourquoi nous ne payons pas les contrats. Mais là également, lorsqu'on voit les chiffres qui apparaissent, on se rend compte que l'État a encore d'énormes économies à faire. Et ce sont ces économies qui vont nous permettre de faire face aux nombreux engagements dont j'ai parlé. Un mois après la mise en place de la régie du terminal à conteneurs, l'autorité portuaire de Douala déclare la manutention de 34 000 conteneurs pour un chiffre de 4 milliards 60 millions de francs CFA. Comment cette régie a-t-elle opéré entre le 2 janvier et le 1er février 2020 ? Quels mécanismes de transparence ont été mis en place pour consolider les performances de la régie du terminal à conteneurs au port autonome de Douala? Élément de réponse avec Dallas Tiana, Faral Bounia et Donald Brice Kamgan. Sur le quai du terminal à conteneurs du port autonome de Douala, les portiques tournent au rythme du déchargement des bateaux. Réceptionnés sur des tracteurs, les conteneurs sont acheminés vers le parc. À cette étape entre en jeu Nevis, le nouveau système informatique de gestion du terminal à conteneurs depuis l'entrée en régie le 1er janvier 2020. Dans cette salle de planning, une dizaine de personnes chargées d'enregistrer et de traiter les transactions des usagers. Si c'est une transaction de livraison qui est l'import effectivement, il devra faire entrer son camion. Nous utilisons un TOS, un Terminal Operation System, qui est haut de gamme. Et donc avec ce TOS, nous planifierons sa livraison de son conteneur. Donc, et de la même façon pour l'usager qui voudra faire exporter son conteneur, il devra faire entrer son camion avec le conteneur. Nous allons faire une allocation sur le parc où on va disposer son conteneur selon le navire sur lequel il va embarquer et le port de destination. Vu du port autonome de Douala, la vitesse des transactions sous la régie est satisfaisante avec une projection de meilleure performance à l'horizon. Le chiffre d'affaires de la régie est de 4 milliards 60 millions de francs CFA entre le 2 janvier et le 1er février 2020 pour environ 34 000 conteneurs manutentionnés, indique le PAD. Nous avons aujourd'hui organisé nos équipes par portefeuille. Nous pouvons suivre nos clients vraiment de manière individuelle afin de pouvoir leur apporter le meilleur service qu'ils attendent de nous. Et nous avons également, au niveau des modules du logiciel de gestion, déployé toutes ces composantes. Côté entrée fiscale, le secteur des douanes littorales 1 dont dépend le port de Douala indique pour sa part avoir enregistré des recettes de l'ordre de 40 milliards au mois de janvier 2020. Ces 40 milliards représentent un chiffre très important parce que la douane camerounaise, dont l'une des missions est la mission fiscale, a justement pour objectif de produire des recettes qui doivent alimenter le trésor public. En comparaison avec le chiffre d'affaires mensuel de l'an dernier à la même période, une légère baisse est observée. Baisse que le PAD explique par la réduction de 10% que la régie accorde sur la manutention depuis le 1er janvier 2020. Des chiffres qui font dire au management du PAD que la relève est assurée au terminal à conteneurs. La bataille judiciaire entre DIT et le port, elle, n'est pas close. Dans la campagne électorale, législative et municipale, le RDPC pense et blessure dans l'arrondissement de Meyomessala. Une campagne de proximité s'y déroule dans plusieurs cantons et villages à l'effet de solliciter un taux de participation de 100% et un plébiscite des listes RDPC. Les têtes de liste et les responsables politiques ont tourné la page des frustrations nées des investitures il y a quelques semaines. Reportage Rodrigue Gassi et Marcelin Gansop. Le canton Tegmo a battu le rappel des troupes pour un vote à 100% en faveur des listes du RDPC en course à Meyomessala. Occasion pour la sous-section Kolkoum, baptisée blindée de reconnaissance, de faire valoir son militantisme et d'assurer les candidats en lice, bien qu'évoluant en terrain conquis. Le RDPC veut réaliser un sans faute. C'est avec beaucoup de joie, comme vous le constatez,
que la campagne vient d'être lancée dans le canton Tegmo, dans le cadre du double scrutin du 9 février pour les législatives et les municipales. Et nous sommes ici dans un bastion du RDPC qui est imprenable, parce que c'est une sous-section particulière qui a des affinités que je n'évoquerai pas ici avec le promoteur du RDPC. C'est donc d'un 100% que l'on a besoin dans ce canton, comme ailleurs. Cette campagne de proximité avait donc pour but de ramener sur le bon chemin celle des brebis qui pourraient s'égarer le 9 février en réaction aux frustrations nées des investitures. De la période chaude des investitures de nos candidats à l'élection des conseillers que nous avons si bien choisis en toute âme et en conscience et célébrons déjà leur victoire au soir du 9 février 2020. Les populations nous ont assuré un vote à 100% pour les listes du RDPC et nous n'avons aucun doute. Nous savons que notre grand parti national va être plébiscité, que nos députés seront élus et que les conseillers municipaux seront élus pour permettre que notre commune avance et que notre pays avance avec une majorité absolue qu'on aura donnée au président de la République. Ici, il n'est pas question de prêter une quelconque oreille aux sirènes qui appellent au boycott du double scrutin. C'est comme toujours d'aller au vote nombreux, de suspendre toutes les activités le jour du vote pour donner la majorité qu'il faut au président de la République à l'Assemblée et que le RDPC gagne au municipal à Mayomé Sala. Visiblement, le temps de frustration occasionné par les investitures est passé. À Tegmo, comme dans les autres cantons et villages de l'arrondissement de Mayomé Sala, l'on promet un vote à 100% au candidat du RDPC. Rendez-vous au soir du 9 février pour en avoir le cœur net. Le SDF annonce la création d'une brigade antifraude pour sécuriser les votes au soir du 9 février 2020, jour des élections législatives et municipales sur l'ensemble du territoire national. Les têtes de liste SDF l'ont fait savoir lors d'un meeting qui s'est tenu à Makepe-Misoke dans la circonscription électorale de Vouri-Est. Compte rendu, Flavien Valondongo. Des groupes de danse traditionnels pour booster le moral des candidats du Social Democratic Front à Vouri-Est au double scrutin du 9 février prochain. Alors que la première semaine de campagne était consacrée au porte-à-porte, les candidats du parti de Nidjan Frundi ont décidé d'épouser le bon de foule. Et c'est Makepe-Misoke qui les accueille ce mercredi après-midi. Le test de ce jour est un test réussi et je crois que la population de Makepe-Misoke nous a témoigné ce jour leur soutien. Satisfait de l'accueil, la tête de liste SDF à la mairie de Douala 5e reçoit des assurances des populations de sa circonscription électorale. Et ils nous ont promis qu'ils donneront au SDF au moins 99,99% le 9 février prochain, aussi bien pour l'élection municipale que pour l'élection législative. Le Social Democratic Front, qui va à la conquête des deux mairies du Vouri-Est et des postes de députés, dit avoir trouvé des stratégies afin de protéger ses voix le 9 février prochain. Je voudrais mettre en garde, et les camps, surtout en garde les fraudeurs. J'ai créé ce que j'appelle la BAF, Brigade Antifraude. Cette fois, nous serons vigilants et à Douala 3e et à Douala 5e. Cette autre phase des opérations de charme engagées par les candidats du Social Democratic Front à Vouri-Est a pour but de rassurer les électeurs afin de bénéficier d'un vote massif. Quel est le regard du Conseil national de la communication sur la couverture médiatique de ces élections législatives et municipales? Peter Isoka affirme qu'il est satisfait du rôle de la presse dans la couverture de la campagne électorale. Le président du CNC a rencontré les hommes et les femmes de médias ce jour à Douala pour les encourager à continuer à travailler dans le respect de l'éthique de la profession de journaliste. Il a insisté sur le respect scrupuleux de la proclamation des résultats du double scrutin effectué selon lui par le Conseil constitutionnel. À cet effet, je propose d'écouter Peter Isoka, président du Conseil national de la communication. Je suis satisfait avec la presse. Dans mon discours préliminaire, j'ai félicité les journalistes pour le travail qu'ils sont en train de faire. Alors notre visite s'est
toujours pour sensibiliser les journalistes, pour les dire que continuer à faire cet équilibre, la transparence et la pluralité pour que on vive ensemble, parce que c'est le slogan qu'on utilise ce jour-ci, vivre ensemble. Et nous ne pouvons pas vivre ensemble si on est en conflit. Ce mercredi, le Premier ministre Joseph John Ngouté a également visité en début de matinée les différentes infrastructures sportives devant abriter le CHAN prévu en avril 2020 et la Coupe d'Afrique des Nations prévue en janvier 2021. 2 compétitions attendues au Cameroun. Le chef du gouvernement et sa suite étaient au stade Omnisport de Japoma pour apprécier l'état de finition de cette infrastructure sportive. Après Japoma, Joseph John Ngouté est descendu au stade Omnisport de Bepanda en compagnie de plusieurs membres du gouvernement, dont les ministres des Sports, de l'Habitat et des Transports. Le Premier ministre a visité l'aire de jeu, les vestiaires et la tribune officielle. Au terme de cette tournée marathon, Joseph John Ngouté s'est exprimé sur ce qu'il a vu au micro de nos reporters. Vous savez, depuis quelques jours, quelques semaines, je visite les infrastructures à travers le pays, les infrastructures financées par le gouvernement. Je crois que je suis comblé par ce que je viens de voir ici au stade de Japoma. C'est impressionnant. Tout est presque fait. Il manque des touches de finition ici et là. Moi, je crois que ce stade, c'est un stade au niveau mondial. Je crois que c'est très beau. D'ici 2 mois, les Camerounais auront l'occasion de venir découvrir pour eux-mêmes ce stade pendant les compétitions qui sont très proches. Alors que le Premier ministre affiche son optimisme sur l'état des infrastructures sportives, à Douala, la situation est loin d'être reluisante pour les infrastructures routières dans la région de l'Ouest. Plusieurs chantiers ont été abandonnés, constate le ministre des Travaux publics. Les entreprises prestataires peinent à pouvoir poursuivre le chantier et le ministre, une fois de plus, est lancé dans la menace de résiliation du contrat. D'autres précisions avec Leclerc Sakem. Démarré le 9 novembre 2017, les travaux d'aménagement de la traversée urbaine de la ville de Bafoussam, capitale régionale de l'Ouest, évoluent à pas de torture. Constat fait ce mardi par le ministre des Travaux publics. Face à plusieurs manquements, Emmanuel Galoujou Messi a recommandé l'accélération des travaux, faute de quoi. La menace de la résiliation a plané puisque j'ai servi de mise en demeure. C'est-à-dire, tout ce que je donne comme prescription devra être réalisé dans les 21 jours qui suivent. Si dans les 21 jours qui suivent, ces prescriptions ne sont pas réalisées, alors je procède à leur évaluation. Si l'évaluation est déclarée insatisfaisante, bon, vous suivez ce qui va arriver. Mais ce que nous recherchons, ce n'est jamais d'applaudir la résiliation. Le MINTP a prescrit les travaux de nuit et de jour, y compris les jours sérieux. Le rétablissement sans délai du réseau d'adduction d'eau endommagé pendant les travaux dans la ville de Bafoussam. Il y a une organisation insuffisante de l'entreprise. Il y a de nombreux désagréments qui sont posés en direction des populations. Il faut absolument qu'il y ait des mesures correctives. La réalisation d'une infrastructure routière n'a pas pour vocation d'accentuer les difficultés des populations, mais plutôt de contribuer à l'amélioration des conditions de vie. Un nouveau planning a été arrêté en rapport avec la mission de contrôle de l'ingénieur du marché pour comprimer le délai de traitement. À l'international, l'opposition guinéenne remporte une bataille après son boycott. Le président de la Guinée, Conakry, Alpha Condé, a été contraint de reporter les élections législatives et municipales. Pendant ce temps, en Afrique du Sud, rien ne va plus pour l'ex-président Jacob Zuma. Un mandat d'arrêt différé a été lancé contre lui alors qu'il était attendu au tribunal. Il ne s'est pas présenté. C'est dans le cadre d'une affaire de détournement de deniers publics et de corruption alors qu'il était encore président de la République en Afrique du Sud.
Évoquons tout cela dans la mouture internationale avec Nadine Yambou. Jacob Zuma réussira-t-il à échapper aux mains de la justice de son pays? Pour la première audience en vue de son procès où il est jugé pour corruption, fraude et racket, l'ex-président sud-africain ne s'est pas présenté devant les juges pour des raisons de santé selon son conseil. Brandissant un certificat médical, ses avocats soutiennent que le client aurait subi 2 opérations chirurgicales et présente des troubles de mémoire. Des arguments balayés d'un revers de la main par les juges qui vont de suite émettre mandat d'arrêt contre l'ex-président d'Afrique du Sud. La défense de M. Zuma a été informée mi-janvier qu'un document ou qu'une preuve solide est nécessaire pour justifier son absence du tribunal. Sans cette preuve, cette cour ne peut rien faire d'autre que de délivrer un mandat d'arrêt. Le mandat d'arrêt lancé entre en vigueur si Jacob Zuma ne se présente pas au tribunal le 6 mai prochain. Il est en effet accusé d'avoir perçu des pots de vin de plus de 242 millions d'euros de la société française Thales, le géant de l'armement français. Des faits qui remontent en 1999, au moment où Jacob Zuma était encore vice-président de l'Afrique du Sud. Cependant, il a toujours clamé son innocence dans cette affaire. Tout comme l'entreprise Thales, qui avait gagné une partie du contrat pour l'achat des équipements militaires. Selon des avocats, il encourt une peine de 15 ans de prison. Âgé de 77 ans, Jacob Zuma a dirigé l'Afrique du Sud entre 2009 et 2018. En Guinée-Conakry, l'opposition contraint une nouvelle fois le président Alpha Condé à reporter les élections législatives de 2 semaines. Initialement prévues ce 16 février, elles ont été renvoyées au 1er mars 2020. Depuis quelques mois, le climat politique s'est quelque peu tendu dans le pays. L'opposition et la société civile dénoncent une gestion floue qui entoure le processus électoral. Une gestion qui a contraint au boycott des élections par les principales figures de proue de l'opposition. En plus du retrait de 7 commissaires, tous membres de la commission électorale indépendante. C'est le 2e renvoi des élections en moins de 3 mois. Cette instabilité du calendrier électoral complique les missions de la CENI, déjà confrontée aux difficultés financières, techniques et humaines. C'est l'image la plus commentée au monde ces dernières heures, une scène qui résume la météo politique aux États-Unis d'Amérique, ambiance tendue entre la chef démocrate de la Chambre des représentants Nancy Pelosi et le président Donald Trump. Durant son discours sur l'état de la nation, elle a déchiré la copie de l'allocution du président américain alors qu'il avait évité un peu plus tôt la main tendue de Nancy Pelosi, la chef démocrate de la Chambre des représentants aux États-Unis. Elle fait partie de ces démocrates à l'origine du procès de destitution devant le Congrès pour Donald Trump. Donald Trump qui a prononcé son discours sur l'état de la nation devant le Congrès américain. Il n'a pas salué la chef des démocrates en entrant dans la salle et celle-ci, après avoir reçu son discours, l'a déchiré pour manifester sa désapprobation. Mesdames, messieurs, c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Juste après cette édition de 20h, retrouvez Serge Alain Autou et ses invités pour le débrief du journal sur le plateau d'Equinox Soir. Serge Alain. Voilà, un seul titre, Cédric Noufelet, le Social Democratic Front va activer la BAF au soir du 9 février. Une brigade anti-fraude, mécanisme mis en place par le SDF dans l'espoir de sécuriser les votes au soir du 9 février 2020. C'est dimanche prochain, jour d'élections législatives et municipales au Cameroun. Redoutant des fraudes par ses adversaires politiques, le SDF compte mettre sur pied cette brigade qui vise à veiller au dépouillement des résultats, s'assurer que ces résultats tels qu'ils ont été exprimés par les Camerounais électeurs seront retranscrits sur les procès-verbaux et ensuite transmis aux différentes commissions et au Conseil constitutionnel qui va proclamer les résultats. Comme l'a indiqué le président du CNC, le SDF souhaite que ces voix obtenues au soir du 9 février prochain soient les mêmes qui soient rendues publiques et proclamées par le Conseil constitutionnel. Un défi qu'il faudra relever durant la soirée du 9 février prochain. Voilà, madame, monsieur, c'est donc l'essentiel, l'Equinox Soir, deuxième partie. Bonne soirée à vous, Cédric. Bonne soirée à vous, Serge Alain. Rendez-vous demain, 20h. Rendez-vous demain, 20h.
Madame, Monsieur, dans un instant, la suite. Et qu'il en soit.